Début février, Valentine, une dizaine de Françaises retenues dans les camps kurdes ont commencé une grève de la faim pour demander leur rapatriement. Oui, ces femmes demandent donc le rapatriement de leurs enfants, sujet inflammable, patate chaude du gouvernement à un an de la présidentielle. Derrière ces enfants, il y a donc des familles qui sont en France, les parents de ces adultes partis en Syrie et aussi qui sont les grands-parents de ces enfants retenus là-bas. Avec Célia Mebroukine, on est allé à la rencontre de ces familles. Direction d'abord une ville de région parisienne dans l'Ouest. On avait rendez-vous avec Richard et Claudine. Bonjour, on peut entrer? Allez-y, je vous en prie. Richard et Claudine, deux prénoms d'emprunt, préfèrent rester anonymes pour éviter les représailles. Moi, j'ai eu le malheur d'en parler. J'ai été licencié une semaine après. J'ai perdu ma gaieté de vivre. J'en étais malade. Pas un jour ne passe sans qu'ils ne pensent à leur fille partie en Syrie en 2014 avec son mari. Pas un jour non plus sans penser à leurs 3 petits-enfants. Claudine a gardé quelques objets fétiches. Les chaussons de mon petit-fils qui mettait encore avant de partir. Et ça, c'est sa petite veilleuse qu'on lui mettait dans la chambre pour avoir un petit peu de luminosité le soir, pour pas qu'il ait peur. Chaque fois que je les vois, je pleure. Voilà. C'est encore le cas. C'est long, mais j'ai toujours l'espoir. C'est un enfant, pas une bombe. Espoir partagé par Richard au grenier. Il a gardé tous les jouets de ses petits-fils. Donc là, on a un petit nounours qui est ici. Un petit camion sur lequel s'asseoir parce que quand il est parti, il commençait juste à marcher. Après, ça, c'est pour le plus grand. C'est son camion de Cars. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument garder pour eux, pour leur dire qu'on ne les oublie pas. Et je pense que ça va raviver beaucoup de souvenirs aux deux grands, en se disant, bah, papy, il les a pas oubliés, il a rien jeté de nous. Claudine et Richard n'ont pas vu leurs petits-enfants ni leurs filles depuis plus de 6 ans. Leur seul moyen de communication, des messages audio qu'ils s'échangent via WhatsApp. Si tu rentres en France, tu joues avec quoi? Je vais jouer avec la PlayStation 1, le 2, 3, Oui. 4 et la 5. Voilà. Et toi? Rien. Toi, tu veux pas jouer, toi? Rien. En France, Pourquoi? le bla et le bla et le bla bla bla. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire, ça me fait du bien de les entendre. Mais voilà, c'est toujours dans l'optique de vouloir rentrer et de pouvoir profiter de leur vie. Donc oui, ça me fait sourire, mais ça me fait aussi beaucoup pleurer. Là, ce que leur mère leur demande, c'est si vous revenez en France. Donc, vous voyez, c'est qu'ils ont espoir de revenir. Ils ont des souvenirs de la France. Donc, ça, c'est énorme. Donc, faut pas les lâcher, faut pas les oublier, surtout. Mais depuis 10 jours, Claudine et Richard sont encore plus inquiets car leur fille fait partie de la dizaine de Françaises à avoir commencé cette grève de la faim. Bonsoir, maman. Écoute, je voulais juste informer que nous débutons une grève de la faim. Dans l'autre camp, ils ont déjà débuté. 6 Françaises, si je ne me trompe pas. Voilà, on en a marre d'être ici, marre d'être dans ce camp avec nos enfants, de les voir souffrir, de les voir... par exemple, on m'a passé toute la nuit avec une rage de dents insupportable. J'ai pas pu le calmer, pas de médicaments. Ils peuvent rien faire. Les rendez-vous chez le dentiste sont dans 2 mois. C'est pas vivable. Cet enfant a 10 ans. Il mérite des soins. Il mérite d'aller à l'école. Il mérite tout ce qu'il n'a pas ici. Donc on débute la grève de la faim et on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas de réponse à nos questions. Ce message est insoutenable pour Claudine, sa mère. Elle ne sait plus quoi faire pour faire rentrer ses enfants et elle-même, parce que les enfants ne peuvent pas rentrer sans leur mère, c'est pas possible. Elle leur a déjà demandé et ils ont dit non. Mais vraiment, elle a eu une grosse peur parce que ma fille était anorexique et je me suis dit qu'elle allait encore se mettre en danger. Quant aux petits-enfants, ils ont 11, 8 et 5 ans. Le plus jeune est né là-bas, n'a connu que les camps kurdes et être en bonne santé dans ces camps, c'est bien compliqué. Ils ont besoin de médicaments pour justement soigner leur asthme. Et les médicaments sont très rares là-bas et ça coûte très cher. Aujourd'hui, Claudine et Richard ne demandent pas de traitement de faveur pour leur fille, mais un traitement juste, surtout pour les enfants. Elle sait qu'elle ira en prison. Elle sait que ses enfants seront placés provisoirement jusqu'à ce qu'on en demande la garde. Mais actuellement, c'est plus possible de rester dans ces conditions-là. Est-ce que vous êtes en colère contre votre fille? Oui, elle le sait. Oui, on est en colère, c'est vrai, mais
On sera lui pardonné au moment voulu, mais pour le moment, le plus important, c'est de la rapatrier, elle et les enfants. Si aujourd'hui vous aviez le président de la République en face de vous, vous lui diriez quoi? Pensez à ces enfants qui n'ont rien demandé. Moi, tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est le bénéfice du doute. Rapatriez-les, mais s'il vous plaît, que vont-ils devenir? Donc on est allé aussi en Bretagne où nous avons rencontré un autre père et grand-père qui se bat pour le retour de sa fille et de son petit-fils. Voici Albert du collectif Famille Unie qui rassemble 150 familles de personnes parties en Syrie. Sa fille, elle, a quitté la France en juillet 2015. Son petit-fils de 2 ans est né là-bas. Il est né sous les bombes. Il a passé ses 2 premiers mois sous les bombes à Barouz dans des conditions inimaginables. Ce gamin, il a quand même le droit d'avoir une vie. S'il y a une victime quand même là-dedans, c'est bien lui, quoi. Comment vous vivez cette situation? Aujourd'hui, je suis au-delà de la colère. C'est même plus de la colère, c'est de la rage. Enfin, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. De la rage car sa fille et son petit-fils auraient pu être rapatriés. En 2019, une liste que ce collectif s'est procurée le prouve, établie par les services de renseignement. On y trouve 259 noms de Françaises et Français, adultes ou enfants, et surtout à côté des noms des indications pour un vol-retour vers la France. Intéressant. Et là, on a la preuve qu'il était bien prévu de rapatrier les gens, étant donné qu'il y a le numéro du vol, rapatriement, vol. Il y a 2 avions qui sont prévus et on voit que les gens sont prévus sur le vol 1 ou le vol 2. Ces listes-là ne sont pas une vue d'esprit. C'est pour ça que je les montre, parce que c'est quelque chose qui existe. C'est pas, on n'affabule pas quand on dit que tout était prévu pour rapatrier ces gens-là. Mais ce rapatriement n'aura jamais lieu. Et que c'est uniquement un veto de l'Élysée qui a fait qu'il n'y a pas eu de rapatriement. Pourquoi il y a eu un veto de l'Élysée? Parce qu'on a quelqu'un qui a eu peur d'un sondage. Le sondage, c'est celui-ci, celui d'Odoxa Densu Consulting pour le Figaro, daté du 28 février 2019, où 67% des personnes interrogées souhaitent laisser les enfants de djihadistes en Irak et en Syrie. Tout récemment, Éric Dupond-Moretti affirme que le sujet est discuté au gouvernement, mais n'ouvre pas la porte à d'autres rapatriements. Je dis que c'est extrêmement dangereux, le rapatriement. Il y a la réponse de cœur, et puis il y a la réponse possible. Et ce ne sont pas forcément les mêmes réponses. En même temps, on ne doit pas oublier que des Français nous ont trahis pour aller nous combattre. Et nous combattre au profit de l'État islamique. Quand Albert entend ça, il est révolté. Il a une attitude qui est complètement dégueulasse déjà. Quand il dit que c'est dangereux de rapatrier les gens, d'extraire les gens des camps, qui m'explique comment un pays comme le Kazakhstan peut rapatrier ses ressortissants sans aucun problème. Comment d'autres pays tels que l'Allemagne ou autres ont rapatrié des ressortissants, comment les Russes font, comment les autres pays font. En fait, Dupond-Moretti, quand il était avocat, jusqu'à preuve du contraire, il a donné des interviews quand même en disant ces gens-là sont français et il faut absolument les rapatrier à tout prix. Il faut les rapatrier, surtout quand ils encourent la peine de mort, et les juger en France. Et il faut qu'ils aient droit à un procès équitable. Dupond-Moretti, il a touché pour moi les 30 deniers de Judas et il remplit son rôle de ministre. Comprendre, le ministre manque de courage. Albert se sent abandonné par toute la classe politique. Alors, certains tentent de mettre le sujet sur la table, avec conviction, mais pas beaucoup de réussite. La semaine dernière, 2 députés et 2 eurodéputés français, accompagnés d'avocats de famille, notamment votre consoeur Marie Dosé, ont voulu accéder au camp kurde pour rencontrer femmes et enfants français qui y vivent. Sans succès, Célia Mebroukine et Youmni Kezouf les ont retrouvés mercredi dernier à Roissy, à leur retour de la frontière irako-syrienne. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient très remontés de ne pas avoir pu accomplir leur mission. Quel est le sentiment qui prédomine en vous à l'arrivée, là? Un sentiment de colère, et de colère absolue. On a d'abord souhaité aller rencontrer les autorités sur place, échanger, comprendre. On ne l'a fait que partiellement, parce qu'on a été stoppé à la frontière. On a voulu rencontrer nos concitoyens pour pouvoir voir dans quelles conditions ils vivent. On n'a pas eu le droit de le faire. À chaque fois, on nous a menti. On nous a menti parce qu'on essayait de nous dire qu'il y avait des problèmes de sécurité. On sait que d'autres délégations européennes ont pu entrer. Nous, on n'a pas pu le faire. Donc, il y a quelque chose de profondément frustrant. Nous avons enfin pu, au bout de plusieurs heures d'attente, avant la frontière, après la frontière, etc., avoir concrètement la réponse à nos questions parce qu'on les avait forcés à enfin nous dire qu'ils n'avaient pas envie d'avoir un problème avec la France. Voilà, c'est tout. C'est ça que j'appelle le mensonge. Au-delà de la frustration, les 4 députés pointent un manque de courage politique dangereux. Vous savez, on m'a souvent dit gouverner, c'est prévoir.
J'ai le sentiment que ces derniers temps, gouverner, c'est sonder. Moi, je pense qu'il faut d'abord du courage politique, qu'il faut que le débat ait lieu. Je ne suis pas certain que la majorité des Français, face à la réalité des faits, en nombre de personnes, ici, personne ne vous parle des retours des djihadistes, des combattants. Nous, notre préoccupation, ce sont 200 enfants, dont 2 tiers ont moins de 6 ans, et leurs mères. Elles sont à peu près 80. Et on ne dit pas impunité. L'impunité, c'est la situation dans laquelle on les laisse aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas jugées. Donc on veut qu'elles reviennent pour celles qui méritent d'être jugées et condamnées, et bien que la justice fasse son travail, et les autres, qu'on les aide à se reconstruire pour éviter des problèmes futurs. Et ce n'est même pas que les parlementaires que nous sommes engagés, vous l'avez senti qu'ils disent. Les juges antiterroristes le disent. Leurs coordonnateurs pensent que du point de vue sécuritaire, la meilleure décision à prendre, c'est de les ramener. Donc ne nous croyez pas nous, croyez les juges antiterroristes. En fait, la sécurité est leur meilleur argument. Au-delà de cette question humanitaire, laisser des enfants pendant 10 ans dans des camps, dans cette désolation, évidemment victimes sûrement d'un endoctrinement, c'est bon pour la sécurité des Français qui sortent dans 10 ans en ayant vécu 10 ans dans les camps, avec évidemment l'endoctrinement, le contexte, le délabrement, la France qui les aura abandonnés, donc la haine de la France. C'est pas bon non plus pour la sécurité des Français.